K2, la montagne sauvage. À 8611 mètres d'altitude, ce n'est pas le sommet le plus haut de la planète, mais c'est le plus meurtrier. Là où l'Everest tue un grimpeur sur 60, le K2 en tue 1 sur 4. C'est une montagne qui ne pardonne aucune erreur. Elle se fiche de votre expérience, de votre équipement ou de vos abonnés sur les réseaux sociaux. Dans la zone de la mort au-dessus de 8000 mètres, votre corps meurt littéralement à chaque respiration. La privation d'oxygène détruit les cellules cérébrales, le sang s'épaissit, le jugement s'effondre, et pourtant, les gens continuent de grimper. Ils ignorent toujours les avertissements, ils prennent toujours des décisions stupides et évitables. Aujourd'hui, nous recensons 4 des morts les plus idiotes jamais enregistrées sur le K2. Des morts qui n'auraient pas dû se produire, des morts causées par l'ego, la distraction, l'inexpérience et la confiance aveugle. Pourquoi des personnes intelligentes commettent-elles des erreurs fatales dans des endroits où les erreurs sont toujours mortelles ? C'était le 27 juillet 2022. Dans le goulet d'étranglement du K2, un couloir de glace étroit à 8200 mètres d'altitude, directement sous un sérac instable de la taille d'un immeuble de bureau, un youtubeur de 29 ans nommé Thomas Mercier était sur le point de découvrir que diffuser en direct votre ascension vers le sommet devient considérablement plus difficile quand vous êtes trop privé d'oxygène pour vous souvenir quelle main tient la caméra. Une décision, continuer à filmer dans la zone de la mort, allait lui coûter tout. À 8200 mètres au-dessus du niveau de la mer, le goulet d'étranglement du K2 force les grimpeurs à progresser en file indienne sous un mur de glace qui peut s'effondrer sans avertissement. Ce passage de 100 mètres de long ne laisse aucune issue. Quand le sérac s'effondre, et il le fait régulièrement, tout ce qui se trouve dans le goulet meurt. Cette section a tué au moins 11 grimpeurs dans des avalanches. En 2008, un seul effondrement de sérac a tué 11 personnes en un seul après-midi. Mais le goulet reste aussi la section la plus instagrammable de l'ascension. Un couloir de glace étroit avec une exposition dramatique des deux côtés. Mais pourquoi un créateur de contenu professionnel risquerait-il tout pour des images parfaites ? Thomas Mercier, 29 ans, avait déjà transformé sa passion pour l'aventure en empire commercial. Né à Paris, ancien consultant en marketing, Thomas avait quitté son emploi de bureau pour devenir créateur de contenu d'aventure à plein temps. Sa chaîne YouTube Mercier at the Edge comptait 847 000 abonnés. Son Instagram, 1 200 000 abonnés. Tout son modèle économique dépendait de la documentation d'ascension de plus en plus extrême, avec une valeur de production cinématographique, des GoPro montées partout, des images de drones, des ascensions vers le sommet diffusées en direct avec interaction du public en temps réel. Thomas avait grimpé le Mont Blanc, le Kilimandjaro, l'Aconcagua, le Denali, mais jamais un sommet de 8000 mètres, jamais d'alpinisme technique en haute altitude. Le K2 serait son premier. Son objectif ? Devenir le premier grimpeur à diffuser en direct l'intégralité de l'ascension du K2 en 4K, avec des sessions de questions-réponses avec le public depuis la zone de la mort. Son portefeuille de sponsors incluait Red Bull, un fabricant d'équipements de caméras et une plateforme de crypto-monnaie qui lui avait versé 45 000 € pour porter leur logo sur sa combinaison de sommet. Son obsession ? Du contenu constant et ininterrompu. Mais le K2 se fiche de votre nombre d'abonnés. Thomas tentait quelque chose qu'aucun grimpeur expérimenté en haute altitude ne ferait jamais. Opérer plusieurs caméras, mener des diffusions en direct et répondre aux commentaires du chat tout en grimpant dans la zone de la mort. Sa liste d'équipements comprenait 3 GoPro, une caméra de cinéma portable, 2 batteries de smartphone pour la diffusion en direct, un émetteur satellite portable de 2,1 kg et un drone pliable. Poids supplémentaire total, 6,8 kg. Dans la zone de la mort, où chaque gramme compte. Son chef d'expédition l'avait averti. Au-dessus de 8000 mètres, la seule chose sur laquelle vous devriez vous concentrer est de rester en vie. Thomas avait publié l'avertissement sur Instagram comme preuve de l'aspect hardcore de l'ascension. En légende, il met « Quand même les Sherpas pensent que tu es fou. Ha 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 ». Ce que personne ne savait, c'est que le régulateur d'oxygène de Thomas fuyait depuis 40 minutes. Jour du sommet, 27 juillet 2022.
départ à 2 h du matin depuis le camp 4. Conditions, moins 35 degrés Celsius, vent soufflant en rafale jusqu'à 40 km/h, mais dans des limites acceptables pour une ascension vers le sommet. Le partenaire d'escalade de Thomas, un alpiniste espagnol nommé Carlos Ruiz, remarqua immédiatement des problèmes. Thomas s'arrêtait sans cesse pour ajuster les angles de caméra. Il se filmait en train de grimper sur des cordes fixes au lieu de simplement grimper. À 7800 mètres, Thomas sortit son téléphone pour se mettre en direct sur Instagram. Et tout le monde, actuellement à 25 590 pieds, l'oxygène se raréfie. Mettez un flamme dans le chat si vous pensez que je vais y arriver. Carlos, Thomas, range le téléphone. Tu utilises de l'oxygène que tu n'as pas. Thomas, mec, c'est du contenu. C'est pour ça que les sponsors paient. À 8100 mètres, Thomas s'était arrêté 3 fois pour changer les batteries et récupérer son gant tombé pendant qu'il filmait. Mais pourquoi une montagne qui avait permis à Thomas de grimper jusqu'à 8100 mètres le tuerait-elle soudainement dans le goulet ? Le premier signe de catastrophe ne vint pas sous la forme d'un effondrement soudain, mais d'une simple caméra tombée. 8h47 du matin, le goulet d'étranglement. Thomas se filmait en train de grimper sous le sérac quand sa caméra portable glissa de sa main gantée. Il la regarda dégringoler le couloir. 2400 € d'équipement perdu. Mais il avait encore ses GoPro. Il avait encore son téléphone. Il décida de continuer à filmer. Ce que Thomas ne réalisait pas, la privation d'oxygène détruisait son jugement. À 8200 mètres, même avec de l'oxygène supplémentaire, votre cerveau fonctionne à 60% de sa capacité. Le cerveau de Thomas fonctionnait peut-être à 40% parce qu'il avait utilisé de l'oxygène pour parler à son public de diffusion en direct au lieu de respirer. À 9h15, approchant du sommet du goulet, Thomas s'arrêta. Il planta son piolet, il sortit son téléphone, il se mit en direct. Les gars, je pense que je suis au sommet. Attendez, où est le sommet ? Carlos, où est ? Carlos se retourna pour voir Thomas vaciller, téléphone toujours en main, 20 mètres derrière lui. Mais comment sauver quelqu'un qui ne lâchera pas son téléphone quand son cerveau est en train de s'éteindre ? Thomas Mercier s'effondra à 8215 mètres à environ 9h18. Carlos descendit vers lui. Thomas était conscient mais incohérent. Il essayait sans cesse de lever son téléphone. Besoin de finir le stream. Sa bouteille d'oxygène était vide, son régulateur fuyait depuis 7700 mètres. Carlos tenta de partager son propre oxygène, mais la fonction cognitive de Thomas s'était trop détériorée. Il ne pouvait pas comprendre les instructions, ne pouvait pas coordonner sa respiration. Finir le stream ne suffirait pas à sauver Thomas. Thomas Mercier mourut à 9h34, tenant toujours son téléphone. Sa dernière diffusion en direct Instagram a 4,2 millions de vues. La section des commentaires est remplie d'émojis de feu. Mais la montagne n'avait pas fini de réclamer des vies. Seulement 3 jours plus tard, le K2 allait prouver que parfois la distraction la plus mortelle n'est pas une caméra, c'est l'amour. C'était le 30 juillet 2022. Au sommet du K2, à 8611 mètres d'altitude, un ingénieur logiciel de 34 ans de Seattle était sur le point d'apprendre que planifier une demande en mariage par téléphone satellite depuis le toit du monde nécessite significativement plus d'oxygène que ce à quoi son cerveau avait actuellement accès. Une décision, retirer son masque à oxygène pour parler plus clairement, allait transformer son moment le plus heureux en son dernier. Le sommet du K2 n'est guère plus grand qu'une table de salle à manger. C'est un dôme de neige en corniche perché sur une pyramide de roches à 8611 mètres. Les vents dépassent régulièrement 100 km/h. La température ne dépasse jamais moins 20 degrés Celsius, même en été. Il n'y a aucun abri, aucune marge d'erreur. Temps moyen au sommet, 15 minutes. Plus longtemps, et vous jouez avec les engelures, l'œdème cérébral et la mort. Le sommet du K2 a tué 13 personnes, non pas en montant, mais en descendant, parce que les grimpeurs sont restés trop longtemps à célébrer, à prendre des photos, ou simplement à se tenir là, dans une confusion privée d'oxygène. Mais c'est aussi là où les rêves sont censés se réaliser. Et pourquoi un ingénieur logiciel transformerait-il le sommet le plus dangereux du monde en lieu de demande en mariage ?
Daniel Park, 34 ans, avait déjà fait de l'alpinisme son échappatoire aux semaines de travail de 80 heures. Né à Seattle, Washington, architecte logiciel senior dans une grande entreprise technologique, Daniel grimpait récréativement depuis 6 ans. Les montagnes étaient son évasion. Il avait atteint le sommet du Rainier 4 fois, grimpé dans les cascades, terminé un voyage guidé au Kilimandjaro, une expérience solide pour des montagnes normales. Le K2 était son premier sommet de 8000 mètres. Sa petite amie Sarah savait qu'il le grimpait. Ce qu'elle ne savait pas, Daniel avait un téléphone satellite et un plan. Il était avec Sarah depuis 3 ans. Elle avait soutenu chaque ascension, chaque expédition d'entraînement, chaque week-end d'absence. Daniel voulait faire quelque chose de spécial, quelque chose que personne d'autre n'avait fait. Son plan, appeler Sarah depuis le sommet du K2 et la demander en mariage en direct, avec le deuxième plus haut sommet du monde comme toile de fond. Il avait même coordonné le timing avec la meilleure amie de Sarah pour s'assurer qu'elle serait disponible pour l'appel. Mais le K2 se fiche de votre bague de fiançailles. Daniel avait passé des semaines à planifier la logistique de sa demande au sommet. Il avait testé le téléphone satellite au camp de base, il avait écrit ce qu'il voulait dire. Il avait même apporté la bague de fiançailles avec lui, un anneau en platine de 8500 € avec un saphir scellé sous vide dans un étui étanche dans son sac de sommet. Le problème, Daniel était tellement concentré sur l'exécution de son plan romantique qu'il traitait le K2 comme un problème logistique à résoudre avec préparation et planification. Son chef d'expédition lui avait dit « Le sommet n'est pas un endroit où s'attarder, vous y arrivez, vous prenez une photo, vous descendez. » Réponse de Daniel « Je serai rapide, 5 minutes maximum. » Jour du sommet, 30 juillet 2022. Daniel atteignit le sommet à 11h42. Conditions: moins 28 degrés Celsius, vent à 55 km/h à la limite de l'acceptable, se détériorant. Les 4 autres grimpeurs de son groupe prirent leurs photos et commencèrent immédiatement à descendre. Protocole standard. Daniel leur dit « Allez-y, j'ai besoin de 2 minutes ». Ce qu'ils ne savaient pas, Daniel devait passer un coup de fil. 11h44, Daniel sortit le téléphone satellite. Ses mains tremblaient, altitude, froid ou nerfs, impossible à dire. Il passa l'appel, ça se connecta. Sarah répondit « Daniel, oh mon Dieu, tu es au sommet ?» Daniel, haletant à travers son masque à oxygène « Sarah, je suis au sommet, sommet du K2, je voulais te demander... » Le vent hurlait, la connexion coupée. Sarah « Daniel, tu coupes, Daniel ?» Daniel retira son masque à oxygène pour parler plus clairement. Ce qu'aucun d'eux ne savait, Daniel allait passer 14 minutes sur ce sommet. Mais pourquoi une simple conversation d'amour tuerait-elle un grimpeur expérimenté ? Le premier signe de catastrophe ne vint pas sous la forme d'un effondrement ou d'une chute, mais d'une simple conversation qui dura trop longtemps. Daniel passe 6 minutes au téléphone avec Sarah. La connexion continuait de couper. Il devait sans cesse rappeler. Elle disait sans cesse « Quoi ? Je ne t'entends pas ?» Il finit par faire sa demande à la minute 4. « Sarah, veux-tu m'épouser ?» Elle cria oui. Ils pleurèrent tous les deux. Daniel, sans son masque à oxygène, debout à 8611 mètres, pleura de joie et de soulagement. Minute 6. Sarah. « Je t'aime tellement, mais Daniel, tu dois descendre maintenant, d'accord ?» Minute 8. Daniel essaya de remettre son masque à oxygène. Ses doigts ne coopéraient pas. Les clips étaient trop compliqués. Il avait passé 8 minutes sans oxygène supplémentaire à 8611 mètres. Minute 11, Daniel remit le masque. Il essaya de commencer à descendre. Ses jambes ne répondaient pas correctement. Minute 14, le dernier grimpeur de son groupe, 100 mètres plus bas, leva les yeux pour voir Daniel assis dans la neige. Remettre le masque ne suffirait pas à sauver Daniel. Mais comment descendre la deuxième montagne la plus meurtrière du monde quand votre cerveau vient d'être privé d'oxygène pendant 8 minutes critiques ? Daniel Park mourut assis. Le grimpeur en dessous de lui, un Ukrainien nommé Sergueï Volkov, tenta de remonter pour aider. Impossible. La météo se détériorait trop vite. Sergueï prit la décision déchirante de descendre. Daniel fut retrouvé par une équipe de sommet le lendemain, toujours assis droit dans la neige, 30 mètres du sommet. Son téléphone satellite était sur ses genoux, sa bouteille d'oxygène était pleine.
Il n'avait jamais réussi à rouvrir le régulateur après avoir retiré le masque. Sarah Park a pris sa mort avant d'apprendre sa demande. La bague de fiançailles est toujours là-haut dans son sac de sommet. Mais le K2 allait exiger un autre sacrifice. Cette fois, de quelqu'un qui croyait que l'équipement coûteux pouvait remplacer l'expérience. Seulement 6 semaines plus tard, la montagne allait réclamer sa victime la plus chèrement équipée de tous les temps. C'était le 12 septembre 2022. Au camp 3, à 7400 mètres d'altitude, un investisseur en crypto-monnaie de 41 ans de Dubaï était sur le point de découvrir que 60 000 € d'équipement d'alpinisme de pointe ne peuvent pas compenser le fait que vous n'avez jamais grimpé au-dessus de 6000 mètres de votre vie. Une croyance que l'argent élimine le risque allait lui coûter tout. Le camp 3 sur le K2 se trouve à 7400 mètres sur l'éperon Abruzzi, perché sur une épaule étroite de glace et de roches. C'est le dernier camp avant la zone de la mort. Au-dessus du camp 3, la montagne devient véritablement technique. Murs de glace quasi verticaux, traversées exposées et l'infâme goulet d'étranglement. Le camp 3 est l'endroit où les grimpeurs prennent la décision finale. Continuer ou descendre. C'est là que vous découvrez si votre corps peut supporter l'altitude extrême. 34 grimpeurs sont morts entre le camp 3 et le camp 4. Non pas de chute, mais du mal d'altitude qui a escaladé trop rapidement pour que la descente puisse les sauver. Mais c'est aussi là où les clients fortunés se convainquent qu'ils sont prêts pour l'ascension vers le sommet. Mais pourquoi un homme qui n'avait jamais grimpé au-dessus de 4800 mètres tenterait-il le K2 ? Alexei Volkov, 41 ans, avait déjà amassé 140 millions d'euros en crypto-monnaie avant le krach de 2021. Né à Moscou, résident de Dubaï, il avait décidé de devenir alpiniste à 39 ans. Son CV d'escalade, un voyage guidé au Kilimandjaro en 2021, un voyage guidé au Mont Blanc en 2022. C'est tout. Pas d'escalade technique sur glace, pas d'expérience en haute altitude au-dessus de 4800 mètres, aucun cours d'alpinisme au-delà d'un atelier d'escalade sur glace d'un week-end à Chamonix. Mais Alexei avait de l'argent. Et l'argent, croyait-il, pouvait acheter l'expertise sous forme d'équipement. Sa liste d'équipements pour le K2 ressemblait au plus grand succès d'un catalogue d'alpinisme, combinaison en duvet sur mesure de 4200 €, bottes double couche de 2800 €, système d'oxygène de 1900 €, piolet de 850 € fait en titane aérospatial, tente de 3400 €, communicateur satellite de 8500 € avec balise SOS, plus médicaments d'altitude, améliorateurs de performance, plan nutritionnel personnalisé conçu par un scientifique du sport, coût total de l'équipement 62 400 €. Ses frais de guide pour l'ensemble de l'expédition 85 000 €. Mais le K2 se fiche de votre budget d'équipement de 60 000 €. Alexei croyait que l'équipement coûteux éliminait le risque. Il dit à son guide, un alpiniste pakistanais vétéran nommé Hassan Khan, « J'ai le meilleur équipement que l'argent puisse acheter. Meilleur que ce que la plupart des professionnels utilisent. » Réponse de Hassan, « L'équipement ne prend pas de décision. Votre cerveau prend des décisions. À 8000 mètres, votre cerveau cesse de fonctionner. » Alexei, c'est pour ça que je t'ai. Alexei n'avait jamais connu le mal d'altitude. Il n'avait jamais été dans une vraie tempête sur une montagne. Il n'avait jamais pris de décision de vie ou de mort dans un état privé d'oxygène. Il n'avait jamais eu vraiment peur sur une montagne. Son expérience était entièrement guidée, entièrement gérée, entièrement achetée. Et maintenant, il approchait la zone de la mort. 12 septembre 2022, camp 3, 7400 mètres. Alexei avait eu des difficultés depuis le camp 2. Maux de tête, nausées, essoufflement au-delà de ce qui est normal pour l'altitude. Hassan remarqua qu'Alexei respirait rapidement, même au repos, un signe de mauvaise acclimatation. Hassan, Alexei, nous devrions descendre. Ton corps n'est pas prêt pour plus haut. Alexei, je vais bien, j'ai des médicaments. Hassan, les médicaments ne corrigent pas l'acclimatation. Nous devons descendre pendant 2 jours, laisser ton corps s'adapter. Alexei, j'ai payé 85 000 € pour cette ascension. Je ne descends pas.
Ce soir-là, au camp 3, la saturation en oxygène d'Alexei était de 68%, dangereusement basse. Les grimpeurs normaux à cette altitude maintiennent 75 à 80% avec acclimatation. Hassan: nous descendons demain matin. Ce n'est pas négociable. Alexei: je trouverai un autre guide. Ce qu'aucun d'eux ne savait, le mal de tête d'Alexei n'était pas seulement le mal d'altitude. C'était un œdème cérébral, son cerveau enflé. Mais pourquoi un mal de tête tuerait-il un homme avec le meilleur équipement médical disponible ? Le premier signe de catastrophe ne vint pas sous la forme d'une chute dramatique, mais d'une simple toux. 2h30 du matin, 13 septembre. Alexei se réveilla en toussant, pas la toux sèche de l'altitude, une toux humide et gargouillante. Hassan, dans la tente à côté de lui, connaissait ce son, œdème pulmonaire. Les poumons d'Alexei se remplissaient de liquide. Hassan se précipita vers la tente d'Alexei. Alexei était assis droit, haletant pour respirer, toussant des expectorations mousseuses roses, la signature de l'œdème pulmonaire de haute altitude. Hassan: nous descendons maintenant. C'est un œdème pulmonaire. Tu vas mourir si on ne te descend pas. Alexei paniquait. Donne-moi de l'oxygène. J'ai le meilleur système d'oxygène. Hassan lui donna de l'oxygène. Cela aida légèrement. Mais l'oxygène est une solution temporaire. Le seul vrai traitement pour l'œdème pulmonaire est la descente. Descente immédiate. 3 heures, Hassan commença à emballer l'équipement d'Alexei. Alexei ne pouvait pas aider. Il pouvait à peine respirer. 3h15. Ils commencèrent à descendre dans l'obscurité. Alexei se déplaçait, mais lentement. Tous les 10 mètres, il s'arrêtait pour tousser. L'oxygène ne suffirait pas à sauver Alexei. Mais comment descendre 1400 mètres dans le noir quand vos poumons se noient et que vos 60 000 € d'équipement ne peuvent pas respirer pour vous? Ils firent 200 mètres. À 7200 mètres, Alexei s'effondra. Hassan tenta de le traîner, mais à cette altitude, c'était impossible. Hassan pesait 68 kg. Alexei pesait 89 kg plus l'équipement. Hassan passa l'appel sur le téléphone satellite. Évacuation d'urgence nécessaire. Un hélicoptère ne peut pas voler au-dessus de 6500 mètres sur le K2. Les conditions météorologiques empêchèrent tout sauvetage. Alexei Volkov mourut à 4h47 le 13 septembre 2022, à 7200 mètres. Cause de la mort, œdème pulmonaire de haute altitude. Son corps fut récupéré 3 jours plus tard par une équipe de Sherpas qui récupéra ses 62 400 € d'équipement. L'équipement fut vendu pour payer l'opération de récupération. Mais la montagne n'avait pas fini. Seulement 2 semaines plus tard, le K2 allait prouver que même avec un guide expert, la confiance aveugle dans le jugement de quelqu'un d'autre peut être tout aussi fatale que de n'avoir aucune expérience. C'était le 28 septembre 2022. Au-dessus du goulet d'étranglement, à 8400 mètres d'altitude, un banquier d'investissement de 56 ans de Londres était sur le point d'apprendre que quand votre guide vous dit « nous devons descendre immédiatement », la bonne réponse n'est pas « mais nous sommes si proches du sommet ». Une peur, celle de faire demi-tour quand on est si proche, allait lui coûter tout. Au-dessus de 8400 mètres sur le K2, vous entrez dans ce que les grimpeurs appellent la zone d'engagement. Vous êtes au-dessus du goulet, le sommet est proche, peut-être 200 mètres verticaux. Psychologiquement, vous avez l'impression d'avoir déjà gagné, mais c'est là que le K2 tue le plus de gens. Pas au sommet, pas dans le goulet, ici même, dans la zone d'engagement où les grimpeurs sont tellement concentrés sur l'atteinte du sommet qu'ils ignorent tous les signes d'alerte que leur corps et la montagne leur donnent. 17 grimpeurs sont morts dans la zone d'engagement depuis 2008, la plupart dans les 90 minutes suivant le succès du sommet. Mais faire demi-tour quand vous êtes si proche ressemble à un échec. Mais pourquoi un alpiniste accompli transformerait-il les conseils d'experts en suggestions optionnelles ? Richard Pemberton, 56 ans, avait déjà conquis tous les Seven Summits, le sommet le plus élevé de chaque continent. Né à Londres, Angleterre, directeur général d'une société de capital investissement, fortune personnelle estimée à 47 millions de livres. Richard était un grimpeur amateur accompli. Everest en 2018, Aconcagua, Denali, Kilimandjaro, Elbrus, Vinson, Kosciuszko. Des réalisations solides et respectables.
Le K2 était son boss final, la montagne qui compléterait sa liste d'alpinisme. Richard avait embauché l'un des meilleurs guides de haute altitude au monde, Pemba Sherpa, qui avait atteint le sommet du K de cette fois. Le plan, suivre exactement les instructions de Pemba, faire entièrement confiance à son jugement et atteindre le sommet en toute sécurité. Philosophie de Richard. Je paie pour l'expertise, je m'en remets à l'expertise. C'est comme ça qu'on réussit dans les affaires et en alpinisme. Une philosophie raisonnable jusqu'à ce que votre ego supplante le jugement de votre guide. Mais le K2 se fiche de votre peur de l'échec ou de votre succès en banque d'investissement. Richard était un homme intelligent et prospère qui avait bâti une carrière sur la prise de risque calculée. Mais il avait une faiblesse critique, la fièvre du sommet. Il avait fait demi-tour à seulement 150 mètres du sommet de l'Everest en 2017 en raison de la météo. Cela le hantait. Il atteignit le sommet avec succès en 2018, mais ce quasi-échec laissa une marque. La peur de Richard, faire demi-tour quand il était si proche. Le 28 septembre, Pemba avertit Richard 3 fois au sujet de conditions qui se détérioraient. Chaque fois, Richard demanda « Mais pouvons-nous y arriver ?» Richard faisait confiance à son guide, sauf quand le guide lui disait quelque chose qu'il ne voulait pas entendre. 28 septembre 2022, 7h30, 800 mètres. Conditions acceptables mais se dégradant, vitesse du vent augmentant, couche de nuages montant d'en bas, un signe de météo en grand. Richard, la météo change. Nous atteignons le sommet et descendons très vite. Nous faisons demi-tour. Richard, nous sommes si proches. Allons-y. 8h45, 8300 mètres. Vent maintenant à 65 km/h, visibilité diminuant. Pemba. Richard, nous devrions descendre, ce n'est pas sûr. Richard. Pemba, tu as fait ça 7 fois. Tu peux nous y amener. 9h30, 8400 mètres. Les nuages les avaient enveloppés, visibilité sous 20 mètres, vent à 75 km/h. Pemba arrêta de grimper, se retourna. Richard. Nous descendons maintenant, ce n'est pas négociable. Richard regarda vers le sommet, invisible dans les nuages, mais peut-être 200 mètres au-dessus. Pemba, nous sommes si proches. S'il te plaît, je ne peux pas faire demi-tour à nouveau. Je ne peux pas. Ce qu'aucun d'eux ne savait, une cellule orageuse arrivait plus vite que prévu. Mais pourquoi un guide avec 7 sommets d'expérience céderait-il à un client désespéré ? Le premier signe de catastrophe ne vient pas sous la forme de foudre ou d'avalanche, mais de Pemba Sherpa prenant une décision qu'il n'avait jamais prise auparavant. Pemba céda. Contre tout ses destins, 7 mètres, suppliant pour 1 heure de plus. Pemba. 1 heure, sommet et descente. Si nous n'atteignons pas le sommet en 1 heure, nous faisons demi-tour. Promets-moi. Richard, je promets. 9h45. Ils continuèrent vers le haut. 10h20, la visibilité tomba sous 10 mètres. Le vent atteignit 85 km/h. Le froid transperça la combinaison en duvet de Richard. 10h35, Pemba s'arrêta à nouveau. Richard, nous faisons demi-tour, maintenant. Richard était à 100 mètres du sommet. Il ne voyait rien, juste du blanc, mais son GPS indiquait 100 mètres. Richard, Pemba, s'il te plaît. 10 minutes de plus. Pemba, non, nous descendons. Richard refusa de bouger. Il resta là, à 8500 mètres. L'espace qu'il ne peut même pas voir. Pemba Sherpa attrapa Richard Pemberton par le harnais et essaya physiquement de le traîner vers le bas. Richard se dégagea, se libéra, continua vers le haut, seul, dans le whiteout. Pemba le suivit pendant 20 mètres, hurlant dans le vent. Richard disparut dans le blanc. Pemba prit la décision déchirante de descendre seul. À cette altitude, dans ces conditions, il ne pouvait pas sauver quelqu'un qui refusait d'être sauvé.
Le corps de Richard Pemberton fut retrouvé par une expédition polonaise le 2 octobre 2022. Il était à 40 mètres du sommet, couché face contre terre dans la neige. Sa bouteille d'oxygène était pleine. Il était arrivé à 40 mètres de son rêve et s'était simplement assis pour mourir gelé. La montagne avait réclamé 4 victimes de plus en un seul été. 4 morts évitables. 4 décisions stupides. Mais la fin du K2 n'est jamais satisfaite. Le K2 a tué plus de 90 grimpeurs depuis le début des records. La montagne ne fait pas de distinction entre youtubeurs et banquiers d'investissement, entre équipements à 60 000 € et équipements empruntés, entre amour et ego. La zone de la mort se fiche de votre histoire. Elle se fiche de vos rêves ou de vos abonnés ou de votre liste de souhaits. Les gens continueront de grimper. Les gens continueront de mourir. Et la plupart de ces morts seront entièrement, complètement, stupidement évitables. Abonnez-vous pour plus d'histoires d'erreurs fatales sur les montagnes les plus meurtrières du monde. La montagne observe toujours, la montagne attend toujours.